On poursuit nos rencontres de ce matin avec une chronique juridique du bureau Kane-Lamar. Et pour nous rencontrer ce matin, on est avec Maître Guillaume Deshôtels. Bienvenue à l'émission. Ça va bien, Guillaume? Oui, super. Écoute, de quoi est-ce qu'on va discuter ce matin? On va discuter de la responsabilité des entrepreneurs, architectes, ingénieurs, parce qu'on le sait souvent à titre de propriétaire immobilier ou encore à titre d'entrepreneur, c'est souvent difficile de se repérer, là, à savoir c'est quoi nos différents droits et responsabilités ou est-ce qu'on a un recours face à un entrepreneur ou encore à titre d'entrepreneur, est-ce que je suis obligé de payer pour certains travaux qui auraient été mal faits ou encore certains travaux qui, à mon sens, sont bien faits, mais que le client considère avoir été mal fait. Oui, donc c'est ça, on parle d'entrepreneur, on parle de propriétaire immobilier. Ça s'adresse un peu à tout le monde, ça va être très intéressant. On commence avec quoi? Dans le fond, moi, ce que je veux commencer, c'est avec l'idée que quel est le fardeau de preuve qui va être nécessaire pour démontrer, pour qu'un entrepreneur ou qu'un client puisse démontrer un droit. Parce qu'il faut savoir que le fardeau de preuve au niveau du Code civil du Québec, c'est tout le temps la personne qui prétend avoir un droit qui doit le démontrer. OK. Mais par contre, il existe certains mécanismes qui sont prévus au Code civil du Québec qui permettent un fardeau de preuve moins compliqué pour démontrer un droit. OK. Pour se situer, si on avait un exemple là, d'une situation qui peut arriver. Bien justement, je voulais mentionner l'exemple de la responsabilité du propriétaire de l'animal. OK. C'est une responsabilité qui, dès qu'un animal cause un tort à quelqu'un, il va avoir une responsabilité assez stricte par rapport au propriétaire de l'animal. Mais il existe les mêmes mécanismes au niveau des entrepreneurs. Il existe deux présomptions qui existent, qui fait en sorte que si un ouvrage subit une perte, s'il y a perte de l'ouvrage ou encore si on constate des malfaçons, il y a certains mécanismes de présomption qui viennent faciliter le recours à l'égard, pour le client, à l'égard des entrepreneurs, de l'architecte et de l'ingénieur et même parfois de certains sous-traitants. OK, OK. Donc, ça s'annonce quand même assez complexe. Oui, Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, là, on parle de contrefaçon. On y va avec quoi exactement? Exactement. Dans le fond, je veux faire la distinction entre les deux mécanismes qui existent. Il y a une première présomption qui existe pour la perte de l'ouvrage. Ça, on prévoit au Code civil une garantie de 5 ans pour tout ce qui est des vices qui peuvent entraîner la perte de l'ouvrage. OK. Quand on parle de perte de l'ouvrage, c'est tous des vices qui peuvent affecter le caractère structurel de l'immeuble, qui va faire en sorte que l'immeuble va affecter la pérennité même de l'immeuble. OK. Pour ce qui est des malfaçons, là, on parle de petites déficiences. Avoir, par exemple, une poignée de porte qui va être un petit peu slack ou encore un mur qui va être un petit peu croche, mais qui affecte pas la perte de qui va pas affecter la perte de l'immeuble. Dans ce cas-là, on parle d'une garantie de 1 an à partir de la réception de l'ouvrage. Mais dans l'autre cas, on pourrait parler de moisissures, de champignons. On pourrait parler, par exemple, d'une fondation qui aurait été mal faite, qui va faire en sorte que l'immeuble va s'écrouler au bout peut-être de 2 ans. Oui. Puis dans ces deux cas-là, on parle vraiment d'une période de garantie. Mais moi, ce que je veux faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu ces garanties-là, mais qui mélangent souvent la période de garantie avec le délai de prescription qui, je pense que le monde est un petit peu familier avec ça, qui est de 3 ans. Mais il faut faire la distinction entre la période de garantie, qui est de 5 ans pour ce qui est de la perte de l'ouvrage et de 1 an pour ce qui est des malfaçons, avec le délai de prescription. Parce que la période de garantie, c'est vraiment une période à l'intérieur duquel, si on constate une déficience, on va pouvoir avoir un mécanisme de présomption plus facile, mais à l'intérieur de cette période-là, il reste quand même que le délai de prescription, si on constate le vice, il va quand même s'appliquer. OK. Donc, par exemple, si je peux faciliter un petit peu les choses, si je constate que mes fondations ont un problème au bout de 4 ans, je vais rentrer quand même à l'intérieur du délai de 5 ans, mais je vais encore quand même avoir 3 ans pour poursuivre parce que c'est à partir du moment où je constate le vice que le délai de prescription va s'appliquer. Exactement. OK. Exactement. Donc, quand même, ça peut étirer une procédure, j'imagine. C'est ça. Techniquement, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 8 ans. Là. Mais dans le pire des cas, là, on pourrait avoir. Mais si un problème de fondation pour 2 ans, ça va mal. Mais je veux quand même faire aussi une distinction parce que tout ce qu'on se parle aujourd'hui, là, on parle de délai pour une application de garantie. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, si on constate que l'immeuble subit un certain problème qui va affecter, par exemple, la pérennité de l'ouvrage puis qui peut entraîner la perte de l'ouvrage, ça ne veut pas dire qu'on est sans recours. Là. Ça veut dire que, passé ce délai-là, c'est un autre régime qui va être plus compliqué, qui va avoir un fardeau de preuve plus difficile à remplir, qui va s'appliquer. Puis à partir de ce moment-là… Mais tant qu'on est en mesure de remonter, parce que là, on se réfère à l'acquisition, tant qu'on est en mesure de remonter jusque-là, montrer que ça existait avant, il y aura toujours un recours, mais idéalement, c'est ça. En fonction du degré du vice, il y a un délai qui va s'appliquer. Puis il y a même un délai pour s'en rendre compte.
Essentiellement, c'est juste si, mettons, la fin des travaux survient, puis passé 5 ans, mais il y a encore, on constate qu'il va y avoir un vice qui va affecter la perte de l'ouvrage, on a encore des recours. C'est juste que le mécanisme de présomption qui sont prévus au Code civil du Québec, puis dans ce cas-là, ne va pas s'appliquer, puis il va y avoir un fardeau de preuve plus élevé à remplir. OK. Puis à ce titre-là, ben, la personne va devoir prouver la faute de l'entrepreneur. Quelle est la faute? Quelle est la cause de la perte de l'ouvrage? Est-ce que c'est vraiment l'entrepreneur qui a causé ce vice-là? Tout ce fardeau de preuve-là doit être rencontré. Tandis que quand on rentre dans les mécanismes de présomption que je parlais tantôt, là, de perte de l'ouvrage avec 5 ans puis malfaçon avec 1 an, maintenant, cette situation-là, la seule chose qu'on a à démontrer, c'est qu'on subit un préjudice, que ça va entraîner la perte de l'ouvrage, et automatiquement, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui a dirigé ou surveillé les travaux vont être solidairement responsables de cette perte-là. OK. Donc, c'est préférable de s'en rendre compte dans ces délais-là. Mais évidemment, je veux dire, on s'en rend compte quand il arrive des problèmes. On peut pas se mettre à tout scruter non plus à la loupe pour. Mais à partir du moment où on réalise tout ça, le processus, là, on disait, là, on a le délai qui peut aller jusqu'à 3 ans. C'est quoi la suite du processus? Bien, c'est sûr que au moment où on constate un vice, la première chose qu'il faut faire, c'est aller consulter un professionnel. Oui. Pour ensuite qu'on puisse envoyer une mise en demeure, avertir la personne qu'on a constaté un vice pour qu'on puisse l'avertir avant de prendre de procédure. Il ne faut jamais faire des travaux avant d'avertir la personne qui pourrait être normalement en tort. OK. Par la suite, si la mise en demeure ne fonctionne pas, c'est sûr que là, il y a des démarches judiciaires qui peuvent entrer en jeu. Mais c'est toujours mieux de s'arranger un peu à l'amiable avant de tomber dans le processus judiciaire. Là. Puis bien souvent, il va y avoir des alternatives avantageuses aussi. Mais c'est ce qu'on suggère pour n'importe quelle situation, au final. Effectivement. Puis c'est sûr qu'avec ce mécanisme de présomption-là, étant donné qu'on rentre l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur dans une responsabilité solidaire, les personnes vont souvent préférer arriver à un règlement au lieu de pousser ça devant les tribunaux parce que sinon, ils risquent d'être exposés, ces 3 personnes-là. Puis autant pour les entrepreneurs aussi, même s'ils sont souvent dans des situations où ils prétendent que la responsabilité sera plutôt sur l'ingénieur ou sur l'architecte. Mais là, tout le monde va se tirer la balle un peu partout. Oui, c'est ça. Un peu. Mais au final, quand on peut observer des problématiques comme ça, peu importe de la manière qu'on s'y prend, on est toujours mieux quand même de consulter un avocat, question de se diriger, de prendre les bonnes décisions. Voir c'est quoi le processus, parce que ça demeure chargé puis complexe quand même. Là. Puis je veux quand même aussi rassurer les entrepreneurs et les architectes et les ingénieurs là-dedans en disant que cette présomption-là, c'est pas irréfragable. C'est quand même possible, malgré qu'un vice survienne à l'intérieur de 5 ans, qu'on puisse être capable de repousser la responsabilité sur le client, sur l'ingénieur. Parce que ça peut venir d'une mauvaise utilisation, ça peut venir de... C'est juste que ça va être le fardeau de la preuve de l'entrepreneur, de l'ingénieur ou de l'architecte de démontrer à qui appartient la faute cette fois-ci. Tandis que si on est à l'extérieur de ce délai-là, bien là, ça va être le fardeau de la preuve du client de démontrer. Donc, des démarches qui peuvent paraître complexes, mais vous êtes là chez Cain Lamarre pour mettre de l'ordre dans tout ça, nous aider à bien comprendre la situation, le contexte. Donc, on communique avec vous, bien sûr, quand on a des demandes, quand on veut ce soutien-là d'un avocat. Écoute, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Belle chronique ce matin. Nous, on rencontre un autre avocat le mois prochain dans notre série de chroniques. Mais écoute, Guillaume, je te remercie et je te souhaite une très belle journée. Ça fait plaisir. Bonne journée.